C'est avec beaucoup de plaisir. Donc, elle appelle Mazama, de son nom Akamari José Serol, est professeur associé et directeur du centre de programmes scolaires au département américain à Temple University. En fait, le texte que j'ai, c'est en anglais. J'essaie de traduire. Donc, Temple University. Bon, elle va me corriger tout à l'heure. Elle a reçu son PhD à l'université Sorbonne de Paris 3. Sorbonne Nouvelle de Paris 3. Avec une grande distinction en linguistique. Professeur Amazama enseigne à l'université du Texas. Elle a enseigné à l'université du Texas, à Pennsylvania State University, avant d'arriver au Temple University en 1993. Elle a travaillé sur les origines africaines de la langue guadeloupéenne en 2 ouvrages, Langue et identité en Guadeloupe, une perspective afrocentrique et une introduction au créole guadeloupéenne, son 2e livre sur la Guadeloupe. Bon. Je vais la laisser terminer le reste de la présentation parce que c'est un peu long. Voilà. Donc sur ce, je vais vous demander de suivre attentivement notre théâtre et puis après vous pourrez poser vos questions. Voilà. Hotep. Merci pour cette introduction, présentation tronquée. Je ne suis pas directrice de programme scolaire, je suis directrice de programme de maîtrise et de doctorat en africologie, qui est l'étude afrocentrique des phénomènes africains à Temple University. Je remercie tout d'abord, bien sûr, Afrocentricité Internationale France d'avoir bien voulu organiser cet événement et je vous demande de faire preuve de, comment on dit ça, d'indulgence à mon égard parce que j'ai passé la nuit dans l'avion. Et je reviens tout juste du Cameroun. Je suis arrivée ce matin à 7h15 à l'aéroport en provenance de Douala. Je dirais d'abord que je suis contente de revoir certaines personnes, en particulier mon frère Damba Koulibaly, qui est avec nous depuis le début, qui nous a soutenus psychologiquement, mais aussi, et c'est très important, financièrement. Vous savez, il faut mettre la main à la poche. Sinon, il n'y a que nous qui pouvons financer ce dont nous avons besoin. Vous voyez, nous attendons toujours, parce qu'on nous a tellement inculqué une attitude de mendicité que nous attendons toujours des subventions, des bourses, des ci, des ça de nos ennemis, alors qu'en fait, c'est à nous à financer notre propre renaissance. Ça, nous en sommes bien conscients. Je suis aussi content, bien sûr, de revoir mon fils spirituel, Baako. Et bien sûr, le Chinouti, la sœur est tombée, le frère Hétéro, le frère Adjani, et tous les membres de AI France, qui font un excellent travail et dont je suis vraiment très très fière, et puis mon nouveau fils. Donc d'abord, je vous ramène de Douala les salutations les plus chaleureuses d'Afrocentricité Internationale Cameroun, qui a organisé une merveilleuse convention. C'était notre 5e convention internationale, mondiale. Nous avons eu des frères, des sœurs qui sont venus d'un peu partout du continent et de la diaspora. Et nous avons vraiment, après 2 jours de conférence, sur le thème de la libération spirituelle de l'Afrique comme étape incontournable pour la renaissance africaine. Nous avons débattu de ça pendant 2 jours à Douala. Et nous avons débattu de cela pendant 2 jours à Douala, dans un espace que nous avons loué. Nous tenons toujours à louer les espaces où nous nous entretenons, car ainsi nous pouvons dire ce que nous avons à dire.
Nous n'allons pas dans les universités et autres, vous voyez, justement pour éviter toute forme de censure et toute pression. Donc quand on a envie de dire la vérité sur l'islam, la vérité sur le christianisme, on est libre de le faire puisqu'on contrôle l'espace. L'année prochaine, notre convention aura lieu à Port-au-Prince, en Haïti. Et j'espère que vous serez des nôtres. Je pense que vous voyez où nous voulons en venir, n'est-ce pas? Pour nous, la question spirituelle, la question de notre libération spirituelle est absolument fondamentale. À la limite, c'est la seule chose vraiment dont nous avons besoin de parler, c'est comment nous libérer de ces images, comment nous libérer de l'impérialisme religieux occidental qui nous tient et qui nous empêche, n'est-ce pas, d'aller vraiment de l'avant. Nous sommes convaincus, Afrocentricité Internationale, que tout le reste se mettra en place dès lors que nous serons libérés du petit Jésus et d'Allah. Évidemment, ça ne sera pas simple, mais il faut bien commencer, n'est-ce pas? Et donc, voilà. C'est d'ailleurs pour ça, quelque part, que Afrocentricité Internationale a été créée, pour répondre justement à cette question, à adresser cette question. Parce que c'est facile, n'est-ce pas, de parler, de dire, bon, le christianisme est mauvais, l'islam est mauvais. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait à la place, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on donne comme support pour cette quête religieuse, spirituelle que nous avons et qui est une quête tout à fait légitime. Et c'est pour ça que nous avons créé Afrocentricité Internationale en 2011, justement pour répondre à cette attente. Nous avons créé, si vous le savez peut-être, un livre sacré. Il y en a qui parlent de faire un livre sacré. Nous avons un livre sacré. Je ne sais pas s'il y a un exemplaire ici, mais nous avons produit ce livre. Quand je dis nous, c'est le professeur Molefi qui était à Santé et moi-même. Et c'est quelque part peut-être injuste parce que ce sont vraiment les ancêtres qui nous ont guidés, qui nous ont dit voilà ce qu'il faut mettre, voilà ce qu'il faut dire. Nous avons produit aussi un livre de rituels pour nous restructurer de façon systématique et délibérée. Parce que nous qui ne sommes plus chrétiens, plus musulmans, demain lorsque nous mourrons, comment ça va se passer? Vous voyez? Est-ce qu'on va partir comme ça, on nous met dans une boîte, dans un trou et puis c'est fini? Nos enfants qui naissent, on les accueille comment? Il nous faut des rituels. Et nous avons ces rituels, le Mwekad, le Mouya. Donc, il y a ce travail que nous avons fait, que nous continuons à faire. Et cela m'amène à parler du prétexte de notre rencontre, qui est mon dernier livre, mon autobiographie sélective. Parce que quelque part, Afrocentricité Internationale, la création d'Afrocentricité Internationale s'inscrit dans la continuation de ma mission telle que j'en parle dans ce livre. Et c'est en fait ce dont je veux vous entretenir ce soir. Je ne tiens pas à parler très très longtemps, j'aimerais qu'on dialogue. Je posais une question fondamentale. Pourquoi êtes-vous venu sur Terre? Une question fondamentale. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes venu sur Terre? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne savent pas pourquoi ils sont venus sur Terre? Ou est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne se sont jamais posé cette question? Vous êtes posé cette question? Oui. Oui. Tout le monde s'est posé la question. Oui. Est-ce que vous pensez que tout le monde, quand je dis tout le monde, je parle des Kamites, des Africains, pour moi c'est ça l'humanité, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez pensé que nous nous posons cette question suffisamment? Non, voilà. Nous ne posons pas cette question suffisamment. Or, il se trouve évidemment que rien n'arrive par hasard et qu'on vient sur Terre. C'est ce que la tradition africaine, c'est ce que la cosmologie africaine nous enseigne. Nous venons tous sur Terre pour une raison bien précise, qu'il s'agit d'identifier. Et une fois qu'on a identifié sa mission, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la remplir. En dernière instance, le but de toute existence, quelle que soit votre mission particulière, le but ultime, c'est de devenir un ancêtre ou une ancêtre. Et comment est-ce qu'on devient un ancêtre ou une ancêtre? En laissant la communauté dans laquelle on est né en meilleur état qu'on nous l'a trouvé. En d'autres termes, en pratiquant la Mahat. Alors, dans le cas d'une communauté comme la nôtre, qui est admettons-le, en piteux état, parce qu'évidemment nous sommes dans l'état de guerre depuis
500, 600 ans, si ce n'est plus, il n'est pas difficile de la laisser en meilleur état. Parce qu'il y a tellement à faire. Vous êtes d'accord? Donc maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez fait. Et je parle donc de ça, de ma recherche, de ma mission dans mon livre. Comment cette mission, en fait, j'ai peut-être été privilégiée parce que cette mission m'a été révélée quand j'avais 8 ans. Donc je n'ai pas eu vraiment à la chercher. Mais comment accomplir cette mission? Et cette mission m'a été assignée quand j'avais 8 ans par les ancêtres qui sont venus me voir. Pendant peut-être 2-3 mois, ils venaient en pleine nuit, ils venaient à 2 heures du matin. Et ils m'ont dit que ma mission, à moi, à Mama Zama, était de faire en sorte qu'ils ne soient jamais oubliés, ce qui leur était arrivé, et qu'on ne les oublie jamais. Et j'ai pris ça très au sérieux. C'est pour ça que je suis ici ce soir. C'est pour ça que c'est une mission, c'est un combat. Alors évidemment, je n'ai que 8 ans, donc je ne sais pas vraiment quoi faire de ce message. Je ne sais même pas vraiment de quoi il parle. Parce que souvenez-vous, on ne parle pas de l'esclavage. L'esclavage, c'est tabou. Parce que c'est une source de honte pour les descendants d'esclaves. Pas pour les descendants d'esclavagistes. Ce serait eux qui devraient avoir honte. Non, c'est nous qui avons honte. Donc on ne parle pas de l'esclavage, c'est tabou. Donc je ne sais même pas vraiment de quoi il me parle, mais le message est là. N'est-ce pas? Je ne l'oublie pas, je le garde quelque part. Et après plusieurs années à errer, à être aliéné comme tout le monde, n'est-ce pas? À rêver de Paris, j'ai grandi en Guadeloupe, à vouloir me défriser les cheveux, à vouloir jouer avec des poupées blanches, à fantasmer sur des chanteurs blancs, enfin bref, vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? On a été formaté pour ça. Je suis allée à l'école coloniale qui a bien fait son travail, donc je suis aliénée comme tout le monde. Mais ce qui me sauve, c'est que cette mission m'a été assignée, n'est-ce pas, que ça reste là gravé quelque part dans mon âme, dans mon corps, et que bon, à un moment donné, il faut que je remplisse ma mission. Et donc à un moment ou à un autre, les ancêtres me rattrapent et me disent, bon, ben ça suffit maintenant. À un moment, j'étais même athée, imaginez. J'étais existentialiste, j'étais marxiste, j'étais féministe. Tout ce que vous pouvez imaginer, j'étais tout ça. Tout sauf africaine. Parce que quoi? Parce que je ne connaissais vraiment rien de l'Afrique. Je dis théoriquement, l'Afrique était en moi, la façon dont on vivait était africaine, mais je ne reconnaissais pas l'Afrique. J'étais dans des histoires de mes ancêtres les Gaulois, puisque c'est ce qu'on nous apprenait à l'école et c'est ce qu'il fallait qu'on récite. Sinon, vous échouez, vous avez 0. Si vous ne dites pas que vos ancêtres sont les Gaulois, vous avez 0. Donc, nous sommes tous passés par là. Je suis sûre que vous pouvez vous reconnaître dans cette histoire, n'est-ce pas? Oui, non? Oui, n'est-ce pas? C'est très commun. Il n'y a rien de... Donc, je parle de ça dans mon livre. Et comment, donc, petit à petit, je suis revenue à moi-même, à mes sens africains, comment, petit à petit, encore une fois, j'ai pu prendre le bon chemin pour remplir ma mission. Et donc, mon autobiographie a pour but principal, vraiment c'est pour ça que je l'ai écrite, c'est d'inspirer chacun, de dire à chacun que nous avons vraiment une mission et que nous devons la remplir. Nous ne devons pas nous laisser égarer, nous ne devons pas nous laisser distraire par des futilités, mais vraiment rester extrêmement concentrés parce que l'enjeu est extrêmement important. Soit vous vous inscrivez dans l'éternité, soit on vous oubliera. Avant même que vous mouriez, on vous oubliera. Comme le frère Damba le disait, quand vous mourrez, on ne parlera même plus de vous. On ne saura même plus que vous êtes passé sur cette terre. Et pour les Africains, il n'y a rien de plus horrible que cela parce que c'est la mort sociale qui est la seule vraie mort. Est-ce que vous pensez que Cheikh Anta Diop est mort? Non. Est-ce que vous pensez qu'il mourra? Jamais. Pourquoi pas? Parce que justement, à cause de ce qu'il a fait, n'est-ce pas, nous évoquerons toujours son nom. Donc, il a atteint l'éternité. C'est nous qui lui conférons l'éternité en reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous. D'accord? Marcus Garvey, c'est pareil. Qui encore? Malcolm X, Mohamed Ali, Sundiata. Ils sont tous inscrits, ils se sont tous inscrits dans l'éternité. Et c'est ce que nous devons rechercher aussi, nous inscrire dans l'éternité. En remplissant notre mission et en faisant du bien à notre communauté.
C'est extrêmement important. Donc, j'ai pris quelques notes de ce dont je voulais parler, mais je crois qu'en fait, oui, il y a ce que j'appelle les 3 C, la règle des 3 C. Nous avons besoin de connaissances. Hein? Donc c'est pour ça que des programmes comme ceux-ci sont extrêmement importants. Nous avons besoin de conscience, connaissance, mais connaissance sans conscience, ça ne suffit pas. Mais la conscience sans connaissance, ça ne suffit pas. Il faut les deux. Donc nous devons étudier, nous étudier. Et le 3e C, d'après vous, c'est quoi? Il faut de la connaissance, la conscience, le C. Ça commence par un C. Oui, c'est les 3 C. Pas de la confiance. Non, ça c'est la connaissance. Connaissance de soi, connaissance. Non. Connaissance. Ça, c'est je parle des prérequis. De la construction, maintenant on est passé à l'acte, hein, n'est-ce pas? On s'en approche. Ouais, du courage. Il faut du courage. Et croyez-moi, plus j'avance dans ce combat-là, plus je me rends compte que le courage est une denrée rare. Voyez? Et c'est le courage de quoi? Le courage de dire la vérité. Le courage de mourir pour ce en quoi on croit. Le courage de mourir pour l'Afrique, pour ses ancêtres. C'est ça le courage. Parler, on peut tous parler, c'est facile. On aime, nous les Africains, nous aimons beaucoup nous écouter parler. On nous donne un micro, oh là là. On ne lâche pas, hein. On aime ça, on aime la parole, on aime le verbe. Et on parle bien. On est doué. Mais le courage, là c'est autre chose. Hein. Et donc, il faut de la connaissance de soi, de nous-mêmes, la conscience. Comment est-ce qu'on acquiert la conscience? Vous avez déjà réfléchi à cette question? D'où vient la conscience? La conscience, je parle de conscience afrocentrique. Hein. Elle vient de notre relation avec nos ancêtres. N'est-ce pas? C'est une relation verticale. Relation avec nos ancêtres, c'est-à-dire avec l'Afrique, mais avec nos ancêtres. Et il faut du courage. Ça, je ne sais pas d'où ça vient. Je n'ai pas de recette. Et je pense que c'est un exercice personnel, n'est-ce pas? Où l'on doit puiser en soi, aller très loin au fond et se dire vraiment, est-ce que je suis sincère? Parce que c'est ça en fin de compte, la sincérité. Est-ce que je crois vraiment tout ce que je dis ou bien je dis ça parce que ça sonne bien? Ou est-ce que je suis vraiment prêt ou prête à mourir pour ça? Et c'est ça. Connaissance, conscience et courage. Si vous avez ça, vous pouvez remplir votre mission. Sinon, vous échouerez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, je pourrais, bon, je vais m'arrêter là. J'aimerais qu'on dialogue plutôt. Si vous avez des questions, vous me les posez, d'accord? Et puis on parle comme ça. Parce que j'ai un texte là, mais je n'ai pas envie de le lire et tout ça. On remercie la Béate. On va passer aux séries de questions. Donc, vous levez la main, vous vous présentez. Bien entendu, on ne va pas poser les mêmes questions que les autres auront déjà posées. Je pense que c'est l'occasion, voilà, la position de la... Oui, profitez-en parce que on n'est pas même au niveau de notre bureau, souvent vous n'êtes pas satisfait des questions. Voilà. Il y a beaucoup de sujets qu'on aborde souvent dans nos cours interactifs. Voilà. Oui, la sœur. Moi j'avais une question, vous revenez du Cameroun. Votre nom? Ouais. Le nom pour elle. Non, le nom. Mélie Carré. Ok. Voilà. Vous revenez du Cameroun. Moi à titre personnel, je devais y aller en
2014. Ça s'est pas fait parce que j'attendais ma fille, donc je n'y suis pas allée. Et j'aimerais savoir comment est le Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du Cameroun? Oui, je peux vous parler du Cameroun. J'y suis allée 3 fois en moins d'1 an. Donc, vous voyez, c'est un pays qui m'a énormément séduite. Et c'est pour cela que, en fait, nous avons décidé de faire notre convention cette année au Cameroun. On est allé, quand je dis nous, c'est toujours le professeur Molefi Santé et moi-même. Donc, nous allons au Cameroun au mois de mars 2015 pour la première fois. Et nous n'en croyons ni nos yeux ni nos oreilles. Parce que nous avons déjà visité pas mal de pays africains, mais c'est la première fois qu'on voit un tel enthousiasme, une telle conscience afrocentrique, un tel état combattant au Cameroun. Et on se dit, là, l'année prochaine, on sera au Cameroun. Et c'est pour ça qu'on est retourné. Donc, il y a vraiment... le Cameroun, à mon avis, c'est vraiment un vivier et de conscience afrocentrique. Et je pense que le Cameroun, si on arrive vraiment à construire, à continuer à renforcer la division d'afrocentrisme international au Cameroun, qui est très, 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 très active, je pense que le Cameroun peut jouer vraiment un rôle très important dans la renaissance camète. Ça, j'en suis convaincue. À part ça, c'est un très beau pays. On dit que c'est l'Afrique en miniature parce qu'il y a tout, le désert, les savanes, la forêt. Et c'est un pays qui est très riche, très fertile. Et des gens qui sont dans l'ensemble très accueillants. Donc, je vous encourage à aller au Cameroun. Merci à Beat. On va prendre... Vous pouvez garder peut-être. On va prendre... oui, le droit de laisser. Oui. Oui. Juste le nom. Maud Chéri, j'avais déjà rencontré Amazama en Guyane, quand elle était venue pour la mission d'esclavage. Et donc, moi, de par mon métier, je suis guyanaise, donc de par mon métier, j'essaie toujours de préserver la culture guyanaise. Chaque fois que je peux mettre une couche et en avant la Guyane et la culture guyanaise, parce que je suis dans le développement durable, je le fais et je fais en sorte que ce soit vraiment la réalité. Et donc, à part ça, je me dis que ma mission, je ne l'ai pas encore trouvée, je ne pense pas l'avoir encore trouvée. Et comment faire pour connaître sa mission en fait? Est-ce qu'il faut être suffisamment en relation avec ses ancêtres? Je ne sais pas le faire. Je n'ai pas trouvé ma mission. Ok, on remercie à ça. Je pense que vous l'avez trouvé. Vous-même, vous dites que chaque fois que vous avez l'opportunité, vous défendez la culture guyanaise. Encore qu'il faudrait se poser la question de savoir ce que c'est que la culture guyanaise. N'est-ce pas? D'où ça vient? Vous voyez? Moi, je ne me dis pas guadeloupéenne, je me dis africaine de la Guadeloupe. Surtout, et la Guyane, c'est encore plus compliqué parce que vous avez toutes sortes de composantes ethniques. Voilà, donc, ça, c'est très compliqué. Hein? C'est ça que je défends. Quoi donc? L'interculturalité et le brassage des différentes peuples qui habitent la Guyane. C'est ça que je défends. Mais quel est l'intérêt de faire ça? Pour vous, en tant qu'Africaine? Parce que quand on monte des dossiers, parce que je suis dans l'administration, quand on monte des dossiers, on occulte parfois les personnes qui sont sur place, sur le territoire. Et ça, je tiens à faire remonter qu'on était là, qu'on existe et que les dossiers ne doivent pas arriver calqués sur nous. On doit avoir aussi notre mot à dire et faire remonter, parce que nous sommes là, les peuples qui sont là. Donc vous avez raison, vous devez continuer à chercher votre mission. Voilà, c'est pour ça que Demandez aux ancêtres, à vos ancêtres, pas aux ancêtres des autres. Laissez les autres se battre pour leurs ancêtres. Pourquoi est-ce qu'on veut toujours, nous les Africains, se battre pour les autres? Est-ce que les Hmong, est-ce que les Chinois, est-ce que les autres vont se battre pour vos ancêtres? Pour insister, oui, vous savez, il y a des Africains en Guyane. Jamais. Donc arrêtons d'être plus généreux envers eux qu'ils ne le sont envers nous. Défendons-nous, nous les Africains, ceux qui ont construit cette Guyane pendant l'esclavage, etc. C'est nous, c'est notre sang qui a coulé. C'est pas le sang des Chinois, c'est pas le sang des Français, c'est le sang des Africains. C'est ça qu'il faut défendre. Et je ne dis pas qu'il faille piétiner les autres, ça n'est pas dans notre façon d'opérer, mais défendons-nous. Notre, comment dire, quand même, c'est nous.
C'est notre sang qui a imbibé cette terre-là. Donc justice pour nos ancêtres. Hein? Oui, on va prendre ça. Vous appelez Sophie. Sophie. J'avais une question par rapport à comment votre discours, le discours afrocentrique, est perçu dans les autres pays où vous intervenez. Vous avez parlé du Cameroun, mais vous avez été souvent dans d'autres pays. Et puis j'ai assisté également à la semaine de la religion africaine. Et je voulais savoir comment vous vous inscrivez dans le fait de créer un lieu de culte africain proposé par Doumbé notamment. Le discours afrocentrique est reçu, en général bien, dans les pays où je passe. C'est pour ça que j'y vais. En général, on m'y invite, ou bien nous avons une division d'afrocentricité internationale qui organise un événement, ou bien nous prenons sur nous-mêmes d'aller dans un pays dans lequel nous voulons faire émerger une division. C'est ainsi que, par exemple, nous sommes allés en Haïti au mois de janvier pour encourager nos frères et nos sœurs d'Haïti à créer une division. Et donc, c'est cette division qui, l'année prochaine, nous recevra au mois de mai 2017 à Port-au-Prince. Donc, le discours est bien reçu parce que, malgré notre aliénation, nous savons bien que les choses ne vont pas bien et nous savons bien que les choses doivent changer. On ne peut pas continuer encore comme ça. Ça va durer combien d'années encore, cette histoire-là? L'histoire de nos ancêtres, les Gaulois, tout ça, c'est fini. On a quand même pris conscience de certaines choses. En ce qui concerne le projet de l'association 3RNA, c'est de ça que vous parlez? Oui. Ainsi que vous le savez, notre Chénouti Améni, qui est derrière, au fond de la salle, a lu un message de solidarité et de soutien à cette initiative que nous applaudissons. Je ne pouvais pas être là parce que j'étais en Haïti et qu'après il fallait que je parte au Cameroun tout de suite après pour la convention. Et donc c'est pour cela que je n'étais pas là, mais que le Chénouti est allé représenter notre organisation et dire qu'encore une fois, nous pensons que c'est une très bonne initiative. Pour nous, cependant, la meilleure initiative serait que nous asseyions tous et toutes, n'est-ce pas, parce que Afrocentricité Internationale a déjà fait un travail considérable. Nous avons un texte sacré, nous avons des rituels, nous avons une liturgie. Nous avons déjà plusieurs Chénoutis qui sont initiés. Et donc nous avons fait déjà ce travail. Et donc nous invitons ceux et celles qui sont dans cette même démarche à s'asseoir à la même table que nous pour voir comment nous pouvons enrichir les documents que nous avons déjà produits. Ça, c'est notre position. Mais nous soutenons toute démarche qui va dans le sens de la renaissance spirituelle africaine. Et ça, je le dis clairement. Bravo. On va prendre... Oui, on va prendre le prochain intervenant. Il y a différents thèmes qui englobent l'idéologie afrocentrique qui peut être l'occasion. Il y a monsieur le mariage, il y a différents thèmes. Il y a une question? Vous avez une question? En fait, j'en ai plusieurs, mais je suis intimidé. Le nom? Donc, je voulais savoir, par exemple, le nom c'est Patrick. Donc, vous trouvez, c'est toujours sur notre mission de vie, vous avez dit qu'il nous faut les 3 règles, les 3 C, la connaissance de soi, la prise de conscience et le courage. Donc, vous, votre mission de vie, vous avez été révélée à l'âge de 8 ans. Ensuite, après, vous êtes dispersé un peu dans la culture occidentale. Comment après, êtes-vous retourné vers cette mission de vie? Et pourquoi vous êtes devenu Mambo? Et c'est quoi une Mambo? Je pense que c'est au fur et à mesure que que les ancêtres m'ont réorienté sur la bonne voie.
Et que finalement, il m'a été révélé que je devais être initiée en tant que mambo, n'est-ce pas, en tant que prêtresse vaudou. Et donc j'ai fait cela il y a maintenant 15 ans que j'étais initiée en Haïti. Et ensuite je suis partie au Bénin parce que je voulais voir le vaudou dans son berceau originel. Et donc je suis partie au Bénin 2 fois pour continuer et pour faire prendre ce qu'ils appellent le Fa. Donc j'étais initiée en Haïti, c'est mon initiation primordiale, et puis bon, un complément d'initiation si vous voulez avec le Fa. Et donc comment j'en suis arrivée là, très sincèrement, je ne peux pas vous dire, mais je sais que tout ça a été guidé et que ça faisait partie de ma destinée, que j'ai accepté cette destinée, j'ai accepté cette mission. J'ai compris que pour pouvoir remplir ma mission, il fallait que je me fortifie spirituellement, et cela signifiait donc une initiation. Et donc j'ai accepté cela. Maintenant, est-ce que j'avais le choix? Je n'en sais rien. Dans le vaudou, la tradition africaine, on dit qu'on n'a pas vraiment le choix, que les esprits ont toujours le dernier mot, et que si vous vous refusez de faire ce qu'ils vous demandent de faire, eh bien ils peuvent vous éliminer. Donc vous n'avez pas intérêt à résister. Vous voyez? Voilà. Oui, le frère, juste votre nom. Babaz. J'ai une question, en fait, j'aimerais savoir d'où vous êtes venu, cette dénomination du nom Ama Mazama, en fait. Merci d'avoir posé cette question du nom. Merci de m'avoir tendu cette perche. Parce qu'effectivement, le nom est absolument fondamental, n'est-ce pas? On commence. Notre frère Damba nous disait que l'importance du nom, n'est-ce pas? Quand on se présente par son nom. Quand vous dites que votre nom est Patrick ou Sophie, j'aimerais vous demander déjà d'où viennent ces noms, qui vous les a donnés, n'est-ce pas? Et pourquoi est-ce que vous acceptez de les porter? Voyez? Et donc, quand j'ai pris conscience de l'importance du nom, parce que qu'est-ce que les Occidentaux font? Dès qu'ils arrivent quelque part, qu'est-ce qu'ils font? Ils nomment. Ils sont arrivés dans les Caraïbes, ils ont nommé toutes ces îles, comme si ces îles-là n'avaient jamais eu de nom. Donc ils oblitèrent, ils gomment tout ce qu'il y a, et ils inscrivent leur marque. Deuxième chose, donc ils s'approprient en nommant, mais aussi ils vous définissent comme étant leur propriété. Vous voyez cela? Pendant l'esclavage, c'est comme ça qu'on a reçu des noms, pendant la colonisation aussi. Si ce soir, vous allez à la SPA, ça existe ici, n'est-ce pas, la société, adopter un chien. Avant même que vous ne soyez rentré chez vous, qu'est-ce que vous aurez, avec le chien dans votre voiture, qu'est-ce que vous aurez donné au chien? Un nom. D'accord? Ça veut dire quoi? Que ce chien-là est à vous. Vous avez nommé le chien. De la même façon, les Blancs nous nommaient en disant, ces gens-là nous appartiennent. Celui-là, il s'appelle Patrick. Celle-là, elle s'appelle Sophie. L'autre, Philippe. Et on continue, n'est-ce pas? Donc, ils nous nomment. Ils s'approprient de nous. Donc, il est fondamental que nous, dans ce processus de réappropriation de nous-mêmes, nous nous nommions nous-mêmes. On leur rend leur nom. Nous ne vous appartenons plus. On vous rend vos noms. On vous rend les noms de vos ancêtres. Ça ne nous intéresse pas. Parce que Patrick, c'est un nom d'un ancêtre blanc. C'est tout. Donc, il vous nomme, mais vous ne le ressemblez pas. Dieu merci. Donc, on leur rend leur nom. Et on se nomme soi-même. Et ça, c'est le premier acte de libération. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à m'appeler Ama Mazama. J'en parle dans le livre. Ama, c'est le nom d'une fille née un samedi en pays à Caen. Et Mazama, c'est un mot Congo qui veut dire tendre et violent amour. Voilà, c'est ce que je ressens pour l'Afrique, pour mes ancêtres. Un amour tendre et violent. Nous devons nous aimer violemment. Et nous devons nous aimer tendrement. Voyez? Donc, et j'ai choisi aussi un autre nom, en fait, Ama Kimpukulu Mazama. Et Kimpukulu, c'est un esprit en Kimbundu.
Je n'utilise pas tellement ce nom-là, ça fait un peu long. Mais... C'est Dieu chez le don Kimpokolo. Ama, oui, bien sûr, Ama aussi, c'est Dieu chez le don. Mais je ne serais pas suffisamment arrogante pour m'appeler comme ça. Ama, dans... C'est pour dire que vous êtes dans le berceau, quoi. J'espère bien, j'espère bien. J'espère bien. Ok, on va prendre un autre intervenant. Oui, le frère, juste le nom. Peut-être. J'ai une question simple. Pourquoi le vaudou particulièrement au-dessus de toutes les autres cultes Pourquoi le vaudou plus particulièrement? Pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est la question de proximité culturelle. Le fait que je puisse parler la langue haïtienne, n'est-ce pas? Et que je puisse comprendre ce qui est dit dans les chansons, dans les textes, les prières, tout ça. Parce que c'est extrêmement important. Je ne pense pas, et je le dis, et je le dis très fort, que l'on puisse raisonnablement se faire initier dans une tradition africaine, dans une langue coloniale. Ça, vraiment, ça me paraît absolument inacceptable. Donc, je comprends, je parle la langue haïtienne, donc je peux aller en Haïti, je peux quand même me débrouiller, et on n'a pas besoin de passer par le français pour m'expliquer quoi que ce soit. Vous voyez? C'est très important pour moi. Proximité géographique aussi, parce que comme je passe pas mal de temps en Guadeloupe, Haïti, c'est à 90 minutes de vol, donc ça me facilite. Mais troisièmement, et c'est pour moi la chose la plus importante quelque part, c'est que le vaudou est extrêmement intense. Et cette intensité me parle. J'ai assisté, j'ai participé à des cérémonies des rituels d'autres traditions, comme le Yoruba, Saint-Elia. Et ça n'a jamais été aussi fort pour moi, personnellement. On sait que le vaudou est très intense. Si le vaudou a réussi à libérer les Africains en Haïti, ça doit être intense. Et cette intensité-là, elle est toujours là. Vous voyez? Et ça c'est ce qu'il me faut. Personnellement, ça me booste. Vous voyez? Donc on ne chante pas pour... bon, chanter c'est bien, mais on chante vraiment pour faire venir les esprits du feu, les esprits de la guerre, les esprits de l'eau, qui vont nous donner l'énergie et la protection dont on a besoin dans ce combat-là. Voilà pourquoi le vaudou. Ok, merci. Okay. Oui, la sœur. Moi, c'est Victoire, un nom de colonisé. Je voulais savoir, Il faut parler plus fort, je m'entends. comme nous nous habituons ici, où aller pour se faire initier? Pour mon cas. Vous venez de quel pays? Ici, Congo-Brazzaville. Du Congo-Brazzaville. Et donc il n'y a pas moyen de se faire initier au Congo-Brazzaville? Non, je ne connais pas. Au village? Le village. Il faut chercher. Vous devez vous faire initier de préférence de là où vous venez. Parce qu'ils sont mélangés avec le christianisme, c'est pas pur, quoi. C'est pas pur. Bah, vous savez, le vaudou en Haïti, c'est pas pur non plus. Hein. D'accord? Donc je vous dis ça pour qu'on ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de prendre ce dont on a besoin et de laisser le reste. Parce que si on continue à attendre de trouver une tradition pure, n'est-ce pas? Je crains qu'on ne la trouve pas parce qu'on a été vraiment pollué à un niveau profond. Donc, c'est prendre... Vous voyez, même je suis allée au Bénin pour voir, justement, parce que j'étais fatiguée à cette histoire de christianisme, le soi-disant syncrétisme en Haïti. Quand j'ai posé la question au vaudou, non, c'est le prêtre vaudou à Bénin, à Ouida, je lui ai demandé de me parler de la cosmogonie vaudou, donc l'origine, le mythe de l'origine. Qu'est-ce qu'il m'a raconté? Il a commencé à me parler d'histoire d'hommes et de femmes qui avaient mangé une pomme quelque part. Et j'étais vraiment horrifiée. Et je me suis dit, voilà, le dignitaire de la religion vaudou au Bénin qui me sort ces histoires d'Adam et Ève. Mais ça ne signifie pas que la force ne soit pas là. Donc il faut chercher cette force, la trouver et s'y accrocher le plus possible. Je ne vous conseillerais pas. Hein. Je ne vous conseillerais pas. Oui. Et dans quelle région en Haïti avez-vous été initié? Vaudou? Oui. Dans quelle région? Oui, de
Dans le sud-ouest, est, à Jacmel, Ah, d'accord. dans le sud-est. Ouais. Si cela vous intéresse, j'amène chaque année un groupe cette année du 21 au 28 juillet à la découverte du vaudou, si ça vous intéresse. Parce que je ne veux pas, il y a des gens qui me disent, oh, je veux me faire initier, je dis non, 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 non. Il faut d'abord aller voir ce que c'est, si vous y sentez bien. Moi, j'ai aussi besoin de vous observer. Vous avez besoin de m'observer. Parce qu'une fois qu'on a été initié, c'est un lien à vie, c'est un lien qui ne se défait pas. C'est pas comme dans certaines religions où, bon, aujourd'hui je suis ci, demain je suis ça. Non, non. Quand vous êtes initié à la religion africaine, c'est à vie. Et donc, il y a un lien à vie. Donc, il faut se connaître avant n'est-ce pas, c'est un contrat. Et donc, il faut être sûr qu'on est d'accord, qu'on est sur les mêmes bases. Donc, voilà. On va prendre un autre intervenant, puis une autre intervenante. Oui, la sœur, après moi. Oui, juste le nom. Lise. C'est Lise. En fait, je veux juste savoir, c'est quoi la mission d'une mambo? Pardon? La mission d'une mambo. La mission d'une mambo, c'est de guérir. Guérir les âmes. Oui, Sèche, il était où? Quand on lit votre livre, Mambo Ama, Pirate universel, la vie, mon engagement, finalement on se rend compte qu'il y a des moments dans votre vie, surtout quand vous commencez à aller en Haïti, ce qui vous aide finalement, parce qu'il y a une partie qui fait un peu, je dirais pas enquête policière, mais presque. Vous êtes dans l'attentisme et vous allez apprendre des choses sur vos origines, etc. Mais on ne vous sent pas pressé, je veux dire stressé, et en même temps, on ne vous sent pas hyper emballé non plus. En fait, vous êtes en situation un peu de lâcher prise. Et peut-être ce qui pourrait nous aider, nous, finalement, c'est d'avoir ce sentiment que vous avez eu. À un moment, vous apprenez des choses sur votre vie qui vous sont données par un Ougan, mais vous voulez aller quand même vérifier avec un autre. Bon, ça fait quand même deux avis qui se rejoignent, et vous allez encore vérifier avec un troisième. Donc finalement, vous n'êtes pas dans le fait que vous acceptez tout sans vous poser de questions, ni dans une méfiance excessive, vous arrivez à rester entre les deux. Est-ce que c'est pas ça qui nous manque souvent, nous les kamites, pour être un peu sereins? Parce que les gens qui ont beaucoup d'empressement quand ils découvrent le paradigme, ils se découragent très vite aussi. Très vite. Ce dont il parle, c'est quand je vais à Jacmel pour la première fois en 2000, décembre 2000, et il m'est révélé, je vais faire une divination. Pourquoi? Parce que j'ai une série de rêves qui me disent que je ne dois pas quitter Jacmel sans que certaines choses ne me soient révélées. Et donc je décide d'aller en divination, je fais une divination, j'y vais, et c'est là que l'on me dit que je suis en fait appelée à être mambo, que je dois me faire initier et que ça doit être fait quand même assez rapidement. Et donc effectivement, je ne m'emballe pas parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je n'étais pas allée pour ça, j'étais allée pour poser des questions d'ordre personnel, mais je ne m'attendais pas à ça. Donc je me dis, bon, peut-être que ce type-là, en fait, tout ce qu'il veut, c'est mon fric. Parce qu'il y a aussi ça, n'est-ce pas? Vous le savez bien, il faut faire très très attention, n'est-ce pas? Quand on vous sent pressé, justement, ça c'est là qu'on est vraiment vulnérable et que l'on peut se retrouver dans des situations d'abus. Donc je n'étais pas prête à me faire abuser comme ça. Donc je me dis, je vais aller voir un autre Ougan. Je vais voir un autre Ougan qui me dit la même chose. Je vais voir cet Ougan, il est à 15 km. Parce que je fais exprès, je dis, je ne veux pas qu'ils se connaissent, qu'ils aient le temps de communiquer. Je suis méfiante, effectivement, parce que je sais qu'il y a cet aspect financier. Et là encore, il me dit la même chose. Et donc, je vais voir un troisième Ougan encore plus loin, qui me dit encore la même chose. Et là, je suis obligée maintenant de faire face à cette réalité que je dois me faire initier. Et je retourne voir le premier Ougan. Effectivement, donc il ne faut pas... Les choses viennent en leur temps. Ce n'est pas la peine de se précipiter. Et surtout... Il faut faire très très attention là où on met les pieds.
Parce que malheureusement, les détenteurs de cette tradition peuvent être assez corrompus et vous voir comme une source d'argent et non pas comme quelqu'un en quête d'élévation spirituelle. Donc il faut vraiment faire très attention. Juste avant que je ne parte, j'ai eu un frère qui est du Cameroun, qui habite au Canada, et qui me disait qu'il était allé voir une mambo au Canada. Il en avait déjà eu pour $2000, et sans aucune solution à ses problèmes, vous voyez. Et c'était pas fini. Il y avait encore d'autres rituels qui allaient encore lui coûter la peau des fesses, et sans aucune garantie. Hein, quand même $2000, c'est quand même pas mal d'argent. Donc il faut faire très très attention. Mais ça ne signifie pas que l'on doit faire. Mais c'était ça en fait. C'était, ok, je reste calme. Et bon, maintenant je prends une décision. Comme je sais que c'est ça, je le fais. Et je suis contente de l'avoir fait. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Parce que ce que l'initiation m'a apporté, c'est de me retrouver vraiment en paix avec moi-même. J'ai eu le sentiment d'être à nouveau que mon intégrité primordiale m'avait été rendue. Que j'étais plus déchirée, j'avais plus de doute sur quoi que ce soit, que c'était vraiment ça. J'étais rentrée chez moi, être rentrée dans le vaudou. Et c'était très fort. On va prendre... Ok. Le foie et puis après la soeur aussi. Que faut-il faire pour guérir une âme? Pour guérir une âme. Que faut-il faire pour guérir une âme, hein? Vous avez dit que une mambo guérit les âmes. Il faut être mambo ou hein. Il y a un travail à faire sur soi-même pour pouvoir guérir son âme à soi, première chose, et essayer de guérir les âmes des autres. C'est tout un cheminement, c'est toute une vie, hein. C'est pas... Ouais. Oui, le frère. Oui, juste le nom. Rob Leguele. Je suis Rob Leguele, originaire de la Somalie. Ok. Et en fait, je voulais juste demander, madame, est-ce qu'il y a un service funérailles afro-centriste international? Est-ce que nous avons un service de funérailles? Oui, absolument. D'accord, parce que moi, je suis né musulman, les droits de musulmans, mais j'ai quitté, ça remonte depuis que j'étais ado. En fait, souvent, je me demande que je peux vivre mon intérêt comme un musulman. Non, ça serait l'horreur, hein. C'est la cérémonie de Lufu, qu'on a déjà, on s'est déjà servi ce rituel à plusieurs occasions, malheureusement, en Côte d'Ivoire, en Guadeloupe. Lufu, signifie mort, la mort en Chiluba, qui est notre langue sacrée, Afrocentricité internationale. Parce que nous avons décidé que nous devions avoir une langue sacrée et qui devait bien sûr être une langue africaine. Et sur les conseils du professeur Bilolo, nous avons choisi le Chiluba parce qu'il nous a affirmé que c'était la langue la plus proche de la langue parlée en ancienne Égypte, à Kemet. Et donc notre texte sacré est en Chiluba, notre prière quotidienne est en Chiluba. Et voilà. Donc oui, nous avons, si vous faites partie de AI, vous avez droit à ces rituels-là. Absolument. Et cette langue, c'est quelle région en Afrique? Il est du Congo. Moi, je parle somalie. Oui. En tout cas, les rituels s'appliquent à tous les Kamets. Mais c'est important. Surtout quand on sait l'importance de rites funéraires bien faits pour pouvoir justement accéder au monde ancestral. Si on ne vous enterre pas correctement, c'est fini. Hein. Souvent, ce que j'ai pensé. Ouais. Mais c'est très important. Très important. Merci. C'est moi. Oui, le frère. Juste le nom. Nina. Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour rester connecté avec nos ancêtres, bien sûr, en pratiquant la mala au quotidien? Est-ce qu'on peut faire prier? Déjà, vous devriez avoir un hôtel pour vos ancêtres chez vous, n'est-ce pas?
Et nous avons aussi donc une prière, ce qu'on appelle la prière quotidienne, mais qui n'est pas obligée d'être quotidienne, on l'a appelée comme ça, qui vous aide justement à rentrer en contact avec vos ancêtres. Mais l'autel, même l'autel ancestral, est très très important. Parce que ce que vous créez, c'est justement chez vous, c'est cet espace, cet endroit pour attirer l'énergie ancestrale. Et donc quand vous allez, par exemple, vous asseoir devant, quand vous en ressentez le besoin, il y a déjà cette énergie-là qui ne demande qu'à être activée et interpellée. Ouais. Comment faire l'autel? On peut en parler, on va en parler un petit peu plus tard. C'est pas compliqué, hein, mais il y a des choses à mettre sur l'autel ou à ne pas mettre. Il ne faut pas mettre de croix chrétienne ou de chapelet, de choses comme ça. Et puis, il faut vous assurer aussi que les ancêtres que vous interpellez sont vraiment des ancêtres. Donc il y a peut-être une enquête à faire sur les individus, sur leur moralité, parce que vous ne voulez pas non plus activer une énergie qui est une énergie négative. Vous voyez? Puisqu'il ne suffit pas d'être né ou d'être mort pour être un ancêtre. D'accord? Donc on va en parler.